Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de notre événement à Téchel, en particulier à tous ceux et celles qui nous suivent en direct de manière virtuelle, également ceux d'ailleurs qui ne nous suivent pas en direct et qui regardent cette discussion tranquillement chez eux un dimanche après-midi, qui sont également les bienvenus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter un texte fondateur de la politique de concurrence, qui est le règlement numéro 1 2003, que nous utilisons quotidiennement dans toutes les autorités de concurrence d'Europe et à la Commission européenne, dont nous oublions même parfois l'existence. C'est un peu comme l'air que nous respirons. Et de temps en temps, c'est bien de se souvenir que ce règlement existe et un tel moment est venu. Nous fêtons cette année les 20 ans de l'adoption, de la publication du règlement, et nous fêterons en 2024 les 20 ans de la mise en œuvre du règlement, donc une année entière de festivités autour du règlement numéro 1. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'adoption du règlement numéro 1 a aboli le système de notification centralisée et d'autorisation préalable qui était de mise entre 1957 et 2004. Et on va revenir dans un instant sur la genèse de ce texte. En tout cas entre 1962 et 2004, depuis le règlement numéro 17. Pour lui substituer un système d'application directe et décentralisé des articles 101 et 102, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, nous fêtons les 20 ans de la publication du texte, et ce texte est revenu dans l'actualité récemment avec le lancement l'an dernier par la Commission européenne d'un processus d'évaluation du règlement numéro 1 et de son règlement d'application, le 773-2004, qui donnera sans doute lieu à des propositions d'évolution du règlement, même si ces propositions seront sans doute pour la prochaine législature européenne et la prochaine commission. Pour en discuter, nous sommes particulièrement heureux et honorés d'accueillir Wouter Vils, que je remercie très chaleureusement pour sa présence. Cher Wouter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un protagoniste de cette affaire, puisque vous avez rejoint la direction juridique de la Commission européenne en 1994, et vous avez participé au groupe de modernisation qui a travaillé sur le règlement, sur le livre blanc qui allait conduire à la proposition de règlement, et vous avez ensuite suivi sa mise en œuvre à la direction juridique de la Commission, puis comme conseiller auditeur, et depuis 2021 à nouveau à la direction juridique de la Commission, tout en maintenant une activité académique au King's College à Londres. Donc nous sommes très impatients de commencer cette discussion où on va parler du passé, du présent et de l'avenir. Donc merci d'être présent avec nous, et merci de nous faire l'amabilité de vous exprimer en français pour ce à Téchel. On m'a dit que le français était la langue de travail du groupe de modernisation, donc c'est également une forme d'hommage à ce travail que nous rendons aujourd'hui en nous exprimant en français. Donc première question toute simple, finalement, sur la genèse du règlement numéro 1. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le contexte, les raisons qui ont motivé le changement d'approche des États membres et de la Commission, peut-être un peu de couleur aussi sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été difficile, qui était pour, qui était contre. Enfin voilà, est-ce qu'on peut se replonger un peu dans cette histoire qui est un peu lointaine maintenant? Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation ici. Je devrais dire, comme toujours, que je m'exprime que personnellement, pas comme représentation de la Commission européenne.
Pour comprendre le règlement 1-2003 et le règlement 17 qui l'a remplacé, je crois que c'est utile de remonter dans le temps, non seulement à l'époque où le règlement 1-2003 a remplacé le règlement 17, mais aussi au tout début de la construction européenne. En 1957 ont été écrits les articles qui sont aujourd'hui les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À l'époque, c'était les articles 85 et 86 du traité instituant la communauté économique européenne. À cette époque, il y avait 6 États membres, ou 6 États membres envisagés par le nouveau traité. 4 langues officielles. De ces 6 États membres, 2 n'avaient pas du tout des règles de concurrence, l'Italie et le Luxembourg. 2, les Pays-Bas et la Belgique, avaient des règles de concurrence, mais qui n'étaient pas basées sur une interdiction, seulement sur un contrôle d'abus. Donc si l'autorité compétente faisait une enquête et constatait qu'une entente ou une pratique était contraire à l'intérêt général, elle pourrait l'interdire, mais seulement pour l'avenir. Il n'y avait que 2 États membres qui avaient, au moins sur le papier, parce que l'application était déjà au tout début, des règles de concurrence, d'interdiction similaires à l'article 101, paragraphe 1 et l'article 102, qui étaient l'Allemagne et la France. Mais ils avaient 2 systèmes différents de mise en œuvre. En France, il y avait un système d'exception légale, donc similaire au système que nous avons tous aujourd'hui. En Allemagne, il y avait un système où il fallait notifier les accords à l'autorité de concurrence qui donnait des exemptions. Donc le débat déjà à l'époque où on a rédigé l'article, ce qui est maintenant l'article 100 et l'article 85 du traité à l'époque, était lequel des 2 choisir. Ils ne sont pas sortis de ce débat, donc ils ont mis un texte suffisamment vague. Et dans l'article 87, maintenant 103, ils ont dit que c'est le Conseil qui va décider. Donc en 62, dans le règlement 17, à la proposition de la Commission, donc c'est la Commission qui a fait le choix à l'époque, on a choisi le système allemand. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque une culture de concurrence en Europe, il fallait créer cette culture, et aussi parce que l'idée à l'époque était que la principale utilisation des règles de concurrence était pour empêcher que les entreprises recréeraient les barrières nationales que les États membres étaient en train d'évacuer grâce à l'intégration européenne. Et donc, ça justifiait d'avoir un système de notification et un monopole d'application par la Commission. Si on va maintenant, on bouge 40 ans dans le temps, en 1997, et j'étais très content que je n'étais pas le premier à parler de 90, donc je ne dois pas faire l'effort de penser comment il faut dire ça à Paris correctement. En 1997 a été créé à l'intérieur de la DG Concurrence, avec aussi 2 membres du service juridique, moi j'étais un des 2, un groupe de modernisation. C'était une initiative du directeur général adjoint à l'époque, Gianfranco Rocca, pour voir si le système était toujours le bon système. C'est intéressant que la méthode à l'époque était tout à fait différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, sous les lignes directrices sur la meilleure réglementation ou de Guidelines on Better Regulation, en fait, elle n'existe qu'en anglais. On fait d'abord une grande consultation pendant 2 ans, etc. Et après, il y aura une proposition. À l'époque, il y avait donc un groupe de 12 personnes qui se sont réunies en secret aussi pour le reste de la commission, pendant 2 ans, et qui ont préparé toute la réforme, qui est seulement devenue publique en 1999 avec un livre blanc, qui en fait, si on lit ce livre blanc, contient déjà presque tout ce qu'il y a dans le règlement 1-2003 maintenant. Qu'est-ce qui avait changé depuis 62 ? Il y avait 15 États membres, 12 langues officielles. Il y avait déjà la perspective de la grande adhésion de 10 États membres de l'Europe centrale et orientale. Donc on est passé à 25 États membres, 21 langues. Donc ça allait mener à une vague énorme de notifications que la Commission craignait qu'elle n'aurait pas les ressources pour les traiter. En même temps, la raison initiale pour laquelle il y avait le système de notification et la compétence de la Commission,
savoir l'absence de culture de concurrence, n'était plus un bon argument. Même dans les futurs nouveaux États membres de l'Europe centrale, il y avait déjà de la législation de concurrence et des autorités de concurrence qu'ils avaient dû créer sous les accords européens, comme on les appelait, qui étaient des accords entre la communauté européenne et les futurs États membres. Par contre, le système de notification posait deux problèmes. D'abord, pour la Commission, elle prenait beaucoup de ressources. La Commission produisait chaque année de 150 à 200 lettres de confort pour classer sans suite des notifications non problématiques. Donc, c'était des ressources consacrées à des cas, par définition, pas très intéressantes pour la mise en œuvre des règles de concurrence. Et le deuxième problème était que ce système de notification centralisé était un obstacle à l'application du droit de la concurrence européen par les autorités et les juridictions nationales, parce que la partie défenderesse pourrait bloquer ou au moins retarder les procédures nationales en notifiant l'accord à la Commission européenne. Le résultat pratique était que dans les États membres où il y avait déjà une autorité de concurrence active, que ces autorités de concurrence n'appliquaient presque jamais le droit européen, mais le droit national. Donc, dans ce livre blanc en 1999, la Commission a donc proposé de changer de régime. C'était une grande surprise parce que tout le monde pensait, à l'extérieur de la Commission, à l'intérieur de la Commission, que la Commission ne proposerait, la Commission, comme vous le savez, dans le système européen, a le monopole sur les propositions législatives. Et comme le règlement numéro 17 donnait beaucoup de pouvoir à la Commission, le raisonnement de tout le monde était que la Commission ne va jamais proposer une modification parce qu'elle risque de perdre des pouvoirs. Mais donc la Commission a fait cette proposition qui, après la première surprise, et certaines personnes étaient aussi vexées, notamment des professeurs d'université qui organisaient des conférences sur le droit de la concurrence, qui n'avaient pas été impliqués dans le processus. Donc de ce point de vue-là, la méthode d'aujourd'hui pour faire les évaluations avec la consultation générale a certainement un avantage. Mais généralement, après la première surprise, les réactions étaient positives, avec une exception et une nuance. L'exception était en Allemagne, et surtout parmi les personnes un peu plus âgées qui avaient encore le souvenir du débat 40 ans plus tôt et qui étaient toujours convaincus que leur système était meilleur. La nuance était du côté de l'industrie et du Parlement européen, qui était à l'écoute de l'industrie, où il y avait la peur d'une renationalisation de la politique de concurrence. Et c'est ce souci de l'industrie et du Parlement européen qui a mené au changement principal entre le livre blanc et la proposition législative de la Commission en 2000, qui était l'introduction d'un article 3 dans la proposition de règlement, article 3 qui, dans la première version proposée, disait qui interdisait l'application du droit national de la concurrence aux accords et aux pratiques au sens des articles 101 et 102, ou 81 et 82 comme ils étaient à l'époque, qui affectent le commerce entre les États membres. Donc, qui forçait les autorités et les juridictions nationales à appliquer exclusivement le droit de la concurrence européen si le droit de la concurrence européen est applicable. Cette proposition, ensuite, dans les discussions au Conseil, parce que, comme vous le savez, c'est en fait une exception aujourd'hui dans les traités pour la concurrence. Il n'y a pas de codécision entre le Parlement et le Conseil. Le Parlement est consulté simplement. Le Parlement n'en est pas content, bien sûr, et aimerait bien que ça change, mais c'est toujours le cas. Et donc, ce sera peut-être aussi un point délicat pour une révision éventuelle si elle a lieu du règlement en 2003. Mais donc, au Conseil, c'était le point de discussion principal, cet article 3, parce que beaucoup d'États membres s'opposaient. Il y avait aussi un argument pratique tout à fait convaincant que ça causerait trop de risques juridiques d'avoir une frontière stricte entre, d'une part, le droit européen et le droit national, parce que s'il y a des affaires où ce n'est pas clair, s'il y a une affectation suffisamment du commerce entre les États membres, une autorité nationale risquerait de pencher d'un côté et d'apprendre ensuite que les tribunaux considèrent que c'est de l'autre côté. Donc la réaction à ça, ou le compromis qu'il a trouvé sous la présidence belge, comme souvent
Les Belges sont de bons présidents dans le Conseil parce qu'ils sont un petit État membre qui n'a pas trop d'intérêt particulier et qui est très pro-européen. Donc le compromis sous la présidence belge était l'article 3 actuel qui, comme vous le savez, dit que quand les autorités nationales et les juridictions nationales appliquent le droit national et le droit de l'Union est aussi applicable, ils doivent l'appliquer en même temps, qui pour l'article 101 interdit au droit national d'interdire des accords tombant dans le champ d'application de l'article 101, mais pas interdit par l'article 101, mais par contre permet pour les comportements unilatéraux au droit national d'interdire des choses qui ne sont pas interdites par l'article 102. Deuxième point sensible dans les discussions au Conseil étaient les relations et les rôles respectifs de la Commission et des autorités nationales de concurrence, où notamment l'autorité de concurrence allemande, qui historiquement, à ce point dans le temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous faites plus, mais aujourd'hui que l'autorité allemande, mais à l'époque était l'autorité de concurrence la plus performante et qui, historiquement, avait réalisé le plus en matière de concurrence, avait peur que la Commission serait trop dominante dans le réseau européen de concurrence. Et la solution a été une déclaration commune du Conseil et de la Commission qui a été actée dans le procès verbal du Conseil au moment de l'adoption du règlement en 2003 avec des principes pour le fonctionnement du réseau européen de concurrence. Déclaration qui a après été transformée dans la communication que vous connaissez sur le fonctionnement du réseau européen de concurrence. Alors, il faudra qu'on revienne peut-être dans la partie prospective de notre discussion sur cette question de la coexistence du droit national et du droit communautaire, parce que les choses ont évolué depuis, le monde a changé depuis 2003, et notamment la jurisprudence de la Cour a changé en matière de pratiques unilatérales. Donc ça sera un sujet intéressant à discuter pour l'avenir. Peut-être juste une remarque avant de progresser, c'est que pour moi qui suis un ancien banquier central, qui est un domaine très différent de la politique de concurrence, je vois un parallèle fascinant entre l'évolution et une sorte de similarité entre ce que l'Europe a fait en matière de concurrence et ce que l'Europe a fait en matière monétaire. C'est-à-dire le niveau européen voulant se doter d'une compétence nouvelle, donc là je parle du règlement 17 de 1962, va chercher ce qui marche, qui à l'époque était l'expérience allemande. Même raisonnement en 1992 en matière monétaire. On prend on copie, on essaie d'importer la crédibilité de l'autorité qui est considérée la plus crédible. Et ensuite, on évolue et on se rapproche de quelque chose qui reflète plus la diversité des cultures des États membres. Et c'est arrivé également dans le domaine monétaire, notamment après 2012. Donc ça serait intéressant, je pense, peut-être aussi pour les politologues d'écrire là-dessus. Passons peut-être maintenant à l'expérience depuis 2004. Quel bilan tirer de la mise en œuvre du règlement, peut-être d'ailleurs à la fois ou de manière distincte pour les États, du point de vue des États membres et du point de vue de la Commission européenne. Et est-ce que le nouveau règlement a rempli ses promesses du point de vue de la Commission en matière de simplification? Est-ce qu'il a permis de libérer du temps pour la Commission européenne pour prendre plus de décisions, par exemple? Si on relit, comme je l'ai fait récemment pour mon papier, je fais un peu de publicité que vous pouvez trouver tous sur la toile, Regulation 1/2003, an assessment after 20 years. Si on relit le livre blanc, la proposition de la Commission et les considérants du règlement en 2003, on voit qu'il y avait deux objectifs principaux, dans un ordre hiérarchique. Le premier était rendre plus efficace l'action de la Commission. Donc la Commission allait se libérer de ce travail peu utile des notifications, et donc ça allait permettre à la Commission, comme le disait le livre blanc, d'adopter sensiblement plus de décisions d'infraction individuelles. Et donc pour faciliter ça aussi, il y avait plusieurs mesures d'amélioration des pouvoirs d'enquête de la Commission. Le deuxième objectif, le fait qu'il était deuxième, reflète sans doute que l'initiative venait de l'intérieur
de la Commission. Le deuxième objectif, qui d'une certaine façon était un byproduct, un effet secondaire de l'abolition du système de notification, était de faciliter la décentralisation, l'application des règles de concurrence européenne par les autorités et les juridictions nationales. Si on regarde avec en même temps un souci de garder la cohérence grâce aux mécanismes de coopération dans le réseau européen de la concurrence et pour les autorités, pour les juridictions nationales grâce à ce qui est mis dans l'article 15 du règlement. Si on regarde maintenant 20 ans plus tard sur les résultats, on voit que le grand succès énorme, est le deuxième objectif, l'application des articles 101 et 102 par les autorités nationales. Dans les chiffres, et ça ne sont pas mes chiffres à moi, ce sont les chiffres qui sont juste sur le site du réseau européen de la concurrence. Le nombre de décisions depuis le début en 2004 jusqu'à aujourd'hui, ou pas tout à fait aujourd'hui parce que les statistiques ne sont pas entièrement mises à jour, jusqu'il y a un an ou un an et demi, on voit que 90% des décisions d'application des articles 101 et 102 ont été prises par les autorités nationales de concurrence et 10% par la Commission. Étant donné que le nombre de décisions de la Commission, j'y reviens, a été plus ou moins stable, ça veut dire qu'il y a une multiplication par 10 ou presque par 10 des décisions d'application des articles 101 et 102. Je dis presque par 10 parce qu'il y avait parfois des décisions d'application des articles 101 ou surtout 102 par les autorités nationales déjà à l'époque du règlement 17, mais c'était très rare. C'était par exemple en Allemagne, dans un secteur où le droit national ne pouvait pas être appliqué et l'autorité pouvait appliquer le droit communautaire, comme il était appelé à l'époque, mais c'était exceptionnel. Donc, c'est 10% commission, 90% autorité nationale correspond presque à une multiplication par 10 du nombre de décisions. Donc, ça, c'est évidemment un grand succès. Je crois que le fonctionnement du réseau européen de concurrence est aussi un grand succès, sans doute à l'intérieur de réunions, où d'ailleurs je ne suis pas, donc je ne peux pas le dire. Il y a parfois des discussions, comme dans tous les réseaux, mais si on le regarde de l'extérieur, il est très difficile de trouver des instances de désaccord ou des instances d'incohérence. En fait, le seul exemple qui est souvent mentionné est celui de Booking.com, des clauses de parité, où probablement, si on lit la communication sur le fonctionnement du réseau européen de concurrence, c'était une affaire que dès le début, la Commission aurait dû prendre parce que c'était une question nouvelle qui se posait dans plus que 3 États membres. Je ne sais pas pourquoi la Commission n'a pas agi suffisamment vite, et bon, ce qui s'est passé par après, on le sait, mais le fait que toujours ce seul exemple est mentionné montre que généralement, ça a été un succès énorme. Passons maintenant à ce qui était le premier objectif, qui était de rendre l'application par la Commission des articles 101 et 102 plus meilleure. Il y a 2 façons de le regarder. Hein. Si on pose la question, est-ce que quelqu'un regrette qu'on a aboli le système de notification? Bien sûr, personne ne le fait. Hein, donc, c'était une bonne chose de l'abolir. Les modifications dans le règlement 1/2003 pour les pouvoirs d'enquête de la Commission, ça a été très utile aussi, la possibilité de poser des questions orales pendant les inspections, la possibilité de faire des inspections dans les domiciles privés, ce qui devient d'ailleurs de plus en plus utile aujourd'hui si plus de personnes travaillent à la maison. Donc là, on a bien prévu ça il y a 20 ans. Je dois dire que c'était grâce à l'autorité de concurrence norvégienne qui avait proposé ça parce qu'eux, ils avaient déjà ce pouvoir. La possibilité de mettre des scellés pendant les inspections, l'augmentation des sanctions pour les infractions procédurales, faire obstacle aux enquêtes, où avant les sanctions étaient symboliques. Tout ça a été utile et a été utilisé, mais si on regarde les chiffres, cette promesse ou expectative qu'il y aurait une augmentation sensible du nombre de décisions d'interdiction, on ne les trouve pas.
ou moins, moi je n'ai pas trouvé, comme on dit que c'était Churchill qui a dit que I only believe the statistics which I doctored myself. Donc je ne crois qu'aux statistiques que j'ai trafiquées moi-même ou concoctées moi-même. J'ai fait moi-même, et là j'ai l'avantage d'avoir connu, c'est sur base d'informations tout à fait publiques, mais c'est vrai qu'il y a un avantage d'avoir vécu toutes ces affaires pour pouvoir éviter les affaires qui sont comptées 2 fois parce qu'il y a eu une annulation, une réadoption, des choses comme ça. Donc, j'ai fait les statistiques sur 17 années complètes, donc les 17 premières années d'application du règlement 1-2003, comparées avec les 17 années complètes, calendrier complet, complète d'application du règlement 17, et le nombre de décisions est le même. En fait, il a très, très légèrement diminué. Et si j'y ajoute les décisions d'acceptation ou d'engagement, mais alors il faut aussi ajouter, sous le règlement numéro 17, il y avait des décisions d'exemption avec engagement qui étaient similaires. Le constat est le même. Il n'y a pas eu une augmentation sensible. Donc ça pose une question. Pourquoi, hein? Dans mon papier, je n'ai pas la réponse à la question. Je dois dire, je n'ai pas la réponse. Probablement, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Mais c'est intriguant parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se sont passées entre-temps qui ont permis à la Commission d'être plus efficace, hein. Il y a l'utilisation généralisée, elle a commencé sous le règlement numéro 17, mais elle a été généralisée dans les affaires d'entente, l'utilisation de la clémence. Il y a eu l'introduction de la procédure de transaction pour les ententes. Il y a, à commencer par l'affaire ARA en 2017, aussi la procédure, ce n'est pas vraiment une procédure, mais une pratique de coopération dans des affaires autres que les ententes. Tout cela sont des choses qui ont permis d'économiser des ressources. Les ressources totales, d'ailleurs, de la Commission n'ont pas diminué. Pourquoi pas plus de décisions? Je n'ai pas la réponse. Je crois que ça vaut la peine de l'investiguer plus. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Une partie de l'explication, mais je crois que ce n'est qu'une petite partie, est que la Commission a bien sûr un nouveau rôle de coordination de l'activité des autorités nationales, mais je n'ai pas l'impression que ça prend tant de ressources. Un facteur non négligeable, je crois, est l'approche plus économique, hein. Si on prend l'exemple de l'affaire Intel, où la décision contient 150 pages de tests du concurrent aussi efficace, qui, au moins à l'époque et en fait encore aujourd'hui, n'était pas obligatoire sous la jurisprudence de la Cour. Et vous savez tous ce qui s'est passé ensuite avec l'affaire Intel. D'ailleurs, si je peux encore faire de la publicité, mais pas pour moi, je vous recommande tous de lire l'article du professeur Giorgio Monti dans le tout dernier numéro de Common Market Law Review, où il a fait une analyse, je crois très très excellente, de l'affaire Intel, de la décision Intel et tout ce qu'on a eu depuis. Donc je crois que ça c'est un facteur. Il y a, je dois réfléchir, il y en a 10 dans mon papier, mais ils ne sont pas tous aussi intéressants. Il y a sans doute aussi, et là, si je pose la question à des personnes qui travaillent aujourd'hui à la DG Concurrence ou dans l'équipe Concurrence et services juridiques, je crois que c'est la première chose qu'ils disent, l'intensification du contrôle judiciaire par le tribunal de la Cour de justice qui fait que la Commission doit faire plus attention et consacrer donc plus de ressources par affaire, notamment motiver mieux ses décisions. Mais il y a peut-être aussi des éléments plutôt de personnel et d'organisation. Une chose que j'ai remarquée personnellement, mais ce n'est peut-être pas un problème spécifique à la DG Concurrence, mais un problème plus large, générationnel. J'ai jamais travaillé à la DG Concurrence moi-même, mais j'ai 2 périodes dans mon parcours professionnel où j'étais en contact journalier avec la DG Concurrence. La première où
Fabienne et moi étaient collègues l'équipe concurrence du service juridique à la fin du siècle dernier. Et l'autre, c'était à la fin du siècle dernier, au tout début du siècle actuel. Dans mon cas, j'ai commencé au même jour, je crois exactement le même jour que Henri, en avril, 16 avril 1994. La deuxième période entre 2010 et 2021, quand j'étais conseiller auditeur, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande mobilité du personnel. Dans la première période, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient là depuis 30-40 ans, qui faisaient leur énième affaire, qui avaient énormément d'expérience. Quand j'étais conseiller auditeur, je me souviens d'un seul cas où il semblait que toute l'équipe faisait leur première affaire. Bien sûr, ça peut aussi être un facteur. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre facteur qui est que la commission, enfin la DG Concurrence n'est pas chargée que de mettre en œuvre 101 et 102, mais fait aussi d'autres choses, notamment les aides d'État, et peut-être aussi le contrôle des concentrations, qui ont peut-être aussi eu un effet d'éviction en absorbant de plus en plus de ressources. Il y a certainement un risque là. En principe, les unités sont différentes à l'intérieur de la DG Concurrence qui s'occupe des deux instruments. Mais bien sûr, les personnes peuvent bouger entre les unités et c'est vrai que par la nature du contrôle des concentrations, il y a des délais et aussi le contrôle des aides d'État où il y a des délais. Il y a un risque permanent que les ressources bougent de l'antitrust vers les deux autres domaines. Est-ce que je peux revenir, est-ce que j'avais dit que je le ferais, sur la cohabitation entre droit national et droit communautaire? Donc quel jugement portez-vous sur la manière dont ce compromis de 2003 a été mis en œuvre et la manière dont les États membres ont exercé cette possibilité pour les pratiques unilatérales de mettre en œuvre le droit national? Est-ce que ça s'est fait de manière harmonieuse avec la Commission? Est-ce que vous avez repéré identifié des cas de conflits? Est-ce que voilà, parce que c'est une indication importante aussi pour l'avenir. Je crois personnellement, et certainement à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, c'était une opinion minoritaire à l'intérieur de la Commission, que le compromis était en fait très bon. Ce n'était pas juste un compromis, c'était meilleur que la proposition précédente. L'opinion majoritaire à l'époque, et elle se trouve reflétée aussi dans le rapport que la Commission a fait sur 5 ans de règlement en 2003, parce que l'article 44 du règlement dit que la Commission devait faire un rapport après 5 ans. Et là, elle identifie comme un des défauts du règlement en 2003 que pour l'article 102, il n'y a pas la même règle que pour l'article 101. Bien sûr, dans une approche purement européenne, qu'il vaut mieux d'avoir des règles uniformes européennes que la diversité nationale, c'est tout à fait compréhensible. Je crois que ma sensibilité personnelle est peut-être moins européenne et plus attachée à la concurrence. J'ai pensé dès le début que c'était une bonne chose parce qu'à l'époque déjà, en France et en Allemagne, il y avait des législations, notamment en matière d'abus de dépendance économique, dont moi personnellement j'ai toujours pensé, donc là pas tout le monde pense ça, mais moi je l'ai toujours pensé, que c'est utile. Et je le vois aussi dans l'application depuis, comme la décision de votre autorité dans l'affaire Apple, je crois en 2020. Comme vous l'avez déjà mentionné, je crois que cette disposition est encore plus utile maintenant. Donc si je devais faire mon wish list pour une réforme éventuelle du règlement 1 2003, j'ai une liste de choses qu'il ne faut surtout pas toucher. Et donc l'article 3, pour moi, est sur la liste des choses qu'il ne faut surtout pas toucher. Parce que, étant donné l'évolution que personnellement je crois qui est très regrettable de la jurisprudence depuis l'arrêt Intel et confirmée, pour moi c'est encore plus préoccupant que l'arrêt Intel par l'arrêt Unilever Italia du 19 janvier de cette année-ci,
il y a un rétrécissement de l'article 102, comme l'écrit le professeur Giorgio Monti dans son article, et beaucoup d'autres l'ont dit, on voit mal comment l'article 102 peut encore être appliqué par la Commission, par les autorités nationales, et encore moins devant les juridictions nationales par des parties privées. Ça devient très, très difficile. Et donc, si on croit qu'il est nécessaire d'avoir des dispositions pour contrôler les pratiques des entreprises dominantes ou les entreprises très fortes, il est d'autant plus important qu'il y ait la possibilité au niveau national d'avoir des règles plus strictes, quitte à, dans une deuxième étape, les harmoniser au niveau européen sur l'article 114 du traité, un peu comme on l'a fait dans le règlement sur les marchés numériques, qui est un règlement sur base de l'article 114 du traité et qui est censé harmoniser les règles nationales qui n'existaient pas encore tellement, mais qui étaient anticipées, interdisant des pratiques qui n'étaient pas nécessairement interdites sous l'article 102. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, ou en tout cas d'incohérence à aller dans le sens de l'harmonisation, alors sur la base de 114, qui est pas du droit de la concurrence stricto sensu, mais c'est quand même un exercice d'harmonisation des droits nationaux dans le DMA, et dans d'autres secteurs qui ne sont pas couverts par le DMA, de voir, comme vous le suggérez, peut-être un renforcement de la mise en œuvre au niveau national sur l'abus de dominance. Est-ce que ça crée, enfin voilà, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est pas nécessairement cohérent et qui peut être nocif pour le marché unique? C'est loin d'être parfait. Si je pourrais refaire les choses, et là je peux dire personnellement que j'étais toujours opposé, je n'aurais pas fait l'initiative de l'approche plus économique. J'ai écrit sur le sujet sur l'affaire Intel il y a des années. J'étais extrêmement critique. À l'époque, très peu de personnes étaient critiques. En fait, beaucoup de personnes à l'intérieur de la commission étaient extrêmement fâchées contre moi d'avoir écrit ça. Aujourd'hui, le climat est différent. Il y a beaucoup de gens qui, je crois, regrettent ce qui s'est passé, mais c'est devenu très, très difficile, voire impossible d'aller à l'arrière, parce que la Cour a maintenant suivi sur cette voie. Et la Cour ne change pas d'opinion d'un jour à l'autre. C'est dans la nature, bien sûr, de la jurisprudence de la Cour qui se construit lentement d'une affaire à l'autre, comme on le voit de l'affaire Intel vers l'affaire Unilever Italia. Donc, on a la situation qu'on a. On ne peut pas revenir en arrière dans l'histoire. Bon, on va peut-être garder la suite de ce sujet pour la discussion générale. Je suis sûr qu'il y aura des réactions dans la salle ici. Et peut-être avant d'ouvrir la discussion, on a commencé, donc vous avez commencé votre wish list pour la réforme du règlement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la wish list? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres mesures? Et on pense notamment à des mesures à des instruments, des outils dont les États membres disposent aujourd'hui après la directive ECN+, et dont la Commission ne disposerait pas. Donc évidemment, les mesures provisoires, les mesures conservatoires, comme on dit ici, viennent à l'esprit, mais il peut y en avoir d'autres. Ou en termes de pouvoir d'enquête, est-ce qu'il y aurait encore des choses dont la Commission ne dispose pas et pourrait faire utilement, pourrait mettre en œuvre utilement? J'aurais peut-être commencé par dire que personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il est sûr qu'il faut faire une révision du règlement en 2003. En réalité, c'est parfois présenté comme si les règles n'ont pas changé pendant 20 ans et donc maintenant on va faire une évaluation pour la première fois. Si j'ai bien compté, donc j'aime bien faire les chiffres moi-même, c'est la 9e évaluation si on compte aussi les évaluations partielles. Il y a eu un rapport après 5 ans, il y a un rapport après 10 ans qui a mené à la directive ICN+, 2001. Il y a eu une étude qui a été publiée en 2016 par la Commission spécifiquement sur l'accès aux dossiers et le traitement des plaintes.
Il y a eu bien sûr le livre vert et le livre blanc et la proposition législative pour ce qui est devenu la directive sur les dommages-intérêts, qui contient aussi des dispositions sur la relation entre les commissions et les autorités nationales et les juridictions nationales. Il y a eu en 2010-2011 une grande consultation sur les droits de la défense et les droits des tiers, qui a mené à la décision de 2011 sur le rôle et le mandat du conseil éditeur et sur la communication sur les bonnes pratiques. Il y a eu bien sûr la consultation plus récente sur le nouveau outil de concurrence et les marchés numériques qui a mené au règlement sur les marchés numériques. Et il y a eu l'année passée une petite consultation sur les orientations informelles qui a mené à une nouvelle communication sur les orientations informelles. J'en ai peut-être oublié une ou deux, mais tout cela est pour dire qu'on a encore déjà eu pas mal d'occasions d'ajouter des règles utiles, hein, surtout la directive 2019-1 ICN Plus a été très utile, je crois. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je crois que le seul domaine où il faudra regarder, ou presque le seul, est effectivement la Commission. Je ne crois pas qu'il y a un besoin de nouveau regarder la situation des autorités nationales. Quels sont les problèmes auxquels il faut trouver une solution? Peut-être par une révision du règlement 1-2003 ou le règlement 773-2004, c'est les deux règlements qui sont en évaluation. Le deuxième règlement étant le règlement d'exécution par la Commission qui contient beaucoup de règles détaillées. Je crois que le point où il faut certainement avoir une réflexion, c'est la durée des procédures, problème qui est lié au nombre de décisions, parce que quand les procédures prennent beaucoup de temps, il est difficile d'ouvrir une nouvelle procédure. Il y a le problème, ça aggrave le problème aussi de la mobilité du personnel. Deux choses là où je crois qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir au délai. Je vois que dans le règlement sur les marchés numériques, si je me souviens bien des articles, le numéro, c'est je crois l'article 29, paragraphe 2, pour les décisions de constatation de non-respect, qui sont l'équivalent dans le règlement sur le marché numérique de l'article 7 des décisions d'infraction sur le règlement en 2003. Il y a une disposition qui dit que la Commission s'efforce de prendre une décision dans les 12 mois après l'ouverture de la procédure. Je pense à certaines autorités nationales. Je comprends qu'en Espagne, il y a des délais vraiment contraignants, que dans l'autorité, ce n'est plus un État membre, mais on peut toujours apprendre aussi d'autres États au Royaume-Uni où il y a un système de délai indicatif. Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir parce qu'il y a certainement une nécessité d'accélérer les procédures. Lié aussi à la problème de la vitesse, vous l'avez déjà mentionné, ce sont les mesures provisoires. Il faut dire que dans le règlement 1-2003, un peu de façon cachée, on a délibérément réduit le rôle des mesures provisoires par la Commission. Et ça s'explique par, c'est peut-être exagéré de dire un traumatisme, mais quand même presque qu'il y avait à la Commission après l'affaire IMS Health en 2001. Et donc, si on compare, dans les considérants du règlement 1-2003, on dit qu'on met dans le règlement, on codifie la jurisprudence de la Cour. Mais la jurisprudence de la Cour était calquée sur ce qui est maintenant l'article 7 et donc prévoyait la possibilité de prendre des mesures provisoires d'office, mais aussi sur base d'une plainte. Donc, on a délibérément biffé ça. Il n'y a pas la possibilité de le faire sur une plainte. L'article 8 maintenant dit que la Commission peut le faire seulement d'office et seulement parce qu'il y a un risque de préjudice grave irréparable à l'économie ou à la concurrence en général. Donc, si on compare ça avec votre disposition en France, vous pouvez le faire. Il ne faut pas un préjudice irréparable. C'est surtout, il suffit, je comprends, que l'atteinte est immédiate et c'est une atteinte non seulement à l'économie en général, mais aussi au secteur, aux consommateurs et à l'entreprise plaignante.
En même temps, depuis quelques années, l'idée est aussi arrivée à la Commission que quand même ce serait bien d'utiliser les mesures provisoires. La Commission l'a fait dans une affaire Broadcom en 2019, que je connais très bien parce que j'étais conseiller auditeur dans cette affaire, et ça a très bien marché. Donc il y a aussi la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus? Et si ça a très bien marché dans l'affaire Broadcom, est-ce qu'il est nécessaire de changer les règles ou est-ce qu'il suffit just do it? Je ne sais pas. Il faut y penser. Donc ça, c'était les choses où je crois qu'il faut réfléchir. Deuxièmement, j'ai une petite liste de choses qu'il faut faire si on décide de réviser. Je crois qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour réviser le règlement, mais si on révise le règlement, il faut le faire. Première sur cette liste, c'est de donner les mêmes pouvoirs d'enquête à la Commission qu'ont les autorités nationales sous la directive 2019-1, où il y a notamment une différence qui est le pouvoir pour les autorités nationales de convoquer tout représentant d'une entreprise ou association d'entreprise ou toute personne naturelle à un entretien avec une possibilité pour les entreprises d'imposer des amendes ou d'astreintes en cas de refus de venir à l'entretien. La Commission n'a pas un pouvoir équivalent parce que sous l'article 19 du règlement 1-2003, la Commission peut recevoir des déclarations, mais c'est purement volontaire. Elle ne peut pas convoquer et il n'y a pas de sanctions. Deuxième chose que je crois personne ne mentionne que moi, qu'il faudra faire, je crois, c'est un petit détail, mais en fait, la Cour a donné une invitation à un changement dans l'arrêt Knauf-Gips de 2010. C'est l'arrêt dans lequel la Cour, avant cet arrêt, il y avait une jurisprudence du tribunal qui rendait difficile pour les entreprises de venir avec des nouveaux arguments devant le tribunal qui n'avaient pas soulevé en réponse à la communication des RF devant la commission dans la procédure administrative. La Cour, dans une logique parfaite, en application de la charte sur les droits fondamentaux, le droit d'accès aux juges, droit qui, comme tous les droits dans la charte, peut être limité, mais pour limiter le droit, il faut une disposition législative, a dit dans l'affaire Knauf-Gips que dans l'absence d'une disposition législative qui exige que les destinataires d'une communication d'AGREF soulèvent en réponse à la communication d'AGREF des points de fait ou de droit, on ne peut pas exclure qu'ils le font pour la première fois devant les juridictions. Moi, je crois que c'est inefficace. Je n'ai pas l'impression que les entreprises le font souvent, parce qu'ils préfèrent ne pas avoir une décision négative de la Commission. Donc, ce n'est pas un grand problème, mais il vaudrait mieux prévoir une telle disposition. Troisièmement, j'ai ma liste de choses auxquelles il ne faut pas toucher. J'ai déjà mentionné l'article 3 et l'autre auquel je crois qu'il ne faut pas toucher, mais là, je ne suis pas entièrement neutre, même si je ne suis plus conseiller auditeur, je l'ai été pendant 11 ans. Il ne faut pas abolir les auditions, où je vois que dans le projet de règlement d'application du règlement sur les marchés numériques. C'est encore en consultation, donc peut-être ça changera. Il est prévu que la procédure sera purement écrite. Bon, dans le règlement sur les marchés numériques, il y a différents types de décisions. Il y a comme les décisions de désignation qui sont d'une nature tout à fait différente des décisions sous le règlement numéro 1-2003. Mais il y a des décisions comme la décision de constat de non-respect, les décisions d'imposition d'amende et certainement les décisions d'imposition d'amende pour obstruction de l'enquête, qui sont tout à fait de la même nature que les décisions sous le règlement 1-2007. Et je crois que toutes les raisons qui ont justifié depuis le début d'ailleurs, déjà depuis 1962, que les entreprises ont le droit de demander une audition après leur réponse écrite à la communication d'AGREF est tout à fait justifiée. Si vous voulez trouver des exemples d'affaires qui ont changé après l'audition, il y en a beaucoup. J'en mentionne
quelques-unes dans l'entretien avec moi qui a été publié à la fin de ma période comme conseiller auditeur en concurrence. Merci. Wouter, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'il est temps d'ouvrir la discussion avec la salle ici, rue de l'Échelle. Donc s'il y a des questions ou des commentaires, vous êtes les bienvenus. Et je vous demanderai de vous présenter pour les spectateurs qui nous regardent sur Internet. Et s'il n'y a pas de questions, je continue avec les miennes. Fabienne. Oui, je voudrais savoir, Wouter, quel rôle a joué, à ton avis, dans ce processus, la procédure de questions préjudicielles par les juridictions? Est-ce qu'elles l'ont beaucoup utilisée, plus qu'avant? Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Oui, c'est une très très bonne question. Je n'ai presque pas parlé des juridictions nationales, sans doute parce que je suis ici à une autorité nationale, mais bien sûr, le règlement 1/2003 a eu des effets importants sur les juridictions nationales aussi, dans différentes fonctions, et peut-être la plus importante est en fait dérivée de la très forte augmentation de l'application des articles 101 et 102 par les autorités nationales. Parce que bien sûr, les juridictions nationales, qui sont les juridictions de contrôle des autorités nationales de concurrence, ont eu beaucoup plus d'affaires et ont effectivement aussi posé beaucoup plus de questions préjudicielles. Et donc, pour le moment, si on compare avec le passé, l'essentiel des affaires de concurrence devant les juridictions de l'Union étaient des recours directs au tribunal contre la décision de la Commission, avec, dès le moment où le tribunal était créé, avec des pourvois ensuite à la Cour. Aujourd'hui, une partie importante du contentieux sont des questions préjudicielles, et notamment des questions préjudicielles des juridictions nationales qui contrôlent les décisions des autorités nationales, comme par exemple la décision que j'ai déjà mentionnée 2 fois, Unilever Italia, qui concerne la révision par la juridiction compétente italienne d'une décision par l'autorité de concurrence italienne. Merci. D'autres questions? Non. Oui, si. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais si finalement il y a évolution et modification du texte sur certains aspects, par exemple sur le standard pour les mesures conservatoires. On va se retrouver, comme ça va déjà être le cas pour l'accès au dossier, avec des processus et des standards différents entre le DMA et le droit de la concurrence, alors que le premier a été construit sur le modèle du second, notamment car le premier était censé être testé, vérifié, validé par les cours. Est-ce que ce serait un problème? Ça peut être une raison pour ne pas changer, hein. Donc, je répète, moi, je ne suis pas sûr du tout. La Commission n'a rien décidé non plus, hein. Si vous lisez bien ce que la Commission a publié sur l'évaluation, le produit final, ce sera un papier de discussion des services de la Commission en juin 2024. Donc, il n'y a aucune décision qu'il y aura une révision. Ce sera de toute façon, comme déjà mentionné, pour la Commission suivante. Et certainement, hein, on continue à copier les règles du règlement 1/2003. On les a copiées largement dans le règlement sur les marchés numériques. Encore plus récemment, on les a copiées avec certains changements dans le règlement sur les subventions étrangères. Le standard aussi, au moins l'élément du préjudice irréparable, ça c'est aussi le même critère qui est utilisé par les juridictions au Luxembourg pour les mesures provisoires contre les décisions de la Commission. Donc là aussi, on peut penser que ce serait plus sage de garder le même critère. Bien sûr, ça ne s'applique pas pour le changement qui a été fait par le règlement 1/2003 comparé à la situation sous la jurisprudence à l'époque du règlement 17, d'exclure la position des plaignants pour la mesure provisoire. Mais je ne crois pas personnellement que c'est l'orientation de la majorité des gens
parce que l'attitude envers les plaintes, vous pouvez le voir quand vous entendez d'autres personnes que moi de la commission qui en parlent, est plutôt qu'on veut réduire les droits des plaignants au lieu de les augmenter. Où il y a d'ailleurs une question juridique, si c'est possible de les réduire, sauf à éliminer entièrement le statut du plaignant. Ou personnellement, je serais contre. C'est vrai que sur cette... Vis-à-vis du DMA, il va y avoir un problème de calendrier quand même assez compliqué à gérer pour la commission, puisque le document, la conclusion de l'évaluation sera donc disponible mi-2024. Et ensuite, si une proposition législative doit être faite, ça sera donc au mieux fin 2024 ou en 2025, au moment précis où les premiers cas du DMA commenceront à sortir. C'est notamment un problème pour une des choses, ou une des relativement rares choses où le règlement sur les marchés numériques n'a pas suivi le règlement en 2003, c'est qu'il y a une disposition différente, pas très claire, sur l'accès au dossier, mais où on comprend que l'idée dernière est de passer du système actuel d'accès au dossier vers un système avec des cercles de confidentialité obligatoires, au moins en première étape ou en partie. Ce même sujet est aussi un sujet dans l'évaluation maintenant. Hein, mais donc, on doit déjà écrire le règlement d'application pour les marchés numériques et on va l'appliquer déjà, tandis qu'on réfléchit plus lentement sur le règlement en 2003. Donc, il y a des défis de calendrier. On a le temps pour une dernière question. S'il y en a une. Non. Oui. Jérôme. Merci beaucoup pour votre présentation. Une des contreparties qui avait été évoquée à l'époque de l'introduction du règlement en 2003 et de l'abolition du système de notification préalable était le recours plus systématique par la Commission à des orientations et des textes explicatifs. Est-ce que vous pensez que, de ce point de vue-là, le bilan a été est positif? Il y en a certainement plus, hein. Avant, il y avait les règlements d'exemption, mais maintenant, les règlements d'exemption sont accompagnés par des lignes directrices qui contiennent beaucoup plus. Donc ça, c'est certainement ce changement a eu lieu. Je pense que ta question était sur la guidance, de guidance. Ah, sur les orientations informelles. C'est ça. L'idée, hein, si on lit le livre blanc au tout début, il est effectivement dit que s'il n'y a plus, quand on a la décentralisation, il faut que la Commission joue un rôle plus grand pour les exemptions par catégorie et pour les orientations générales. Je crois que ça a été fait, notamment les orientations générales. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Autre question est le besoin d'orientation informelle individuelle. L'attitude au début de la Commission était de l'éviter, hein, parce qu'on avait peur, comme Mme Thatcher qui avait peur que le socialisme allait rentrer de nouveau par la porte arrière, il y avait la peur que le système de notification allait rentrer par la porte arrière sous une autre forme. Et donc, pendant les premières années, au début, il y a la communication sur les orientations informelles, où c'était tellement difficile qu'elle n'a jamais été utilisée. Les dernières années, notamment pendant la pandémie, la Commission a donné dans quelques affaires des orientations informelles, mais pas sous cette communication. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'année passée, elle a, suite à une consultation, adopté une nouvelle version plus ouverte, pas très ouverte, mais plus ouverte de cette communication. Mais moi, je crois que toujours le raisonnement de départ de l'abolition du système de notification vaut toujours. Hein. La tâche principale des autorités de concurrence ne devrait pas être de jouer le rôle de conseil juridique des entreprises. La tâche principale des autorités de concurrence devrait être de réprimer les infractions.
crois que nous sommes arrivés au terme de cette discussion. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il y aura toutes sortes d'autres occasions de reparler du règlement 1/2003. La Commission a prévu une conférence sur le sujet au mois de juin. Et le processus de discussion et de consultation se poursuivra jusqu'en 2024, quand la Commission présentera ses conclusions. Et puis on verra ce que le nouveau collège et le conseil à ce moment-là voudront en faire. Donc voilà, à suivre. En tout cas, merci beaucoup pour ces remarques qui nous aident énormément. Et bonne soirée à tous.